Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Buvette, le podcast du sport et de la société. La fin de la saison 2, malheureusement, approche déjà à grands pas et on va vous faire une grosse annonce prochainement dans La Buvette, alors restez branchés. Je suis extrêmement content de recevoir aujourd'hui Yacine Aouadi. Salut Yacine, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Ça va super bien. Est-ce que tu as déjà pu tester, première question, un peu le podcast avant ça, c'est ta première C'est expérience? vraiment ma première expérience et au contraire, c'était même volontaire de pas l'écouter avant, de pas arriver et de pas anticiper, donc comment dire, de vivre l'expérience, on va dire à 100%. Bon, Voilà. rassurez-vous, on a déjà un peu papoté avant, je pense que tu vas être bon dans Non, non, il y aura l'exercice. pas il y aura pas de souci. Ouais, je pense aussi. Avec plaisir. Bon, j'espère en tout cas que vous êtes prêts. Accrochez-vous, c'est parti pour l'interview de Yacine. C'est maintenant dans la buvette. Alors, je te disais qu'on te recevait, mais c'est plutôt l'école ISG Business School qui nous reçoit aujourd'hui. Alors déjà, bon, je voudrais les remercier pour l'accueil. Et du coup, on va commencer tout de suite avec l'interview. Petite question, première question, un peu notre habitude dans la buvette, on aime bien un peu en savoir plus sur nos invités. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, ton nom, tes origines, etc. Écoute, avec plaisir. Yacine, je suis le papa d'une fille de 7 ans et que j'ai eu avec ma compagne Cécile. Je suis entraîneur, on va dire, depuis maintenant plus de 20 ans. Voilà. Et aujourd'hui, je suis, on va dire plus spécifiquement, un entraîneur individuel. Donc un entraîneur qui a pour but de développer les compétences des joueurs d'un point de vue purement, comme je le disais, individuel, tout simplement. Et justement, bah, de quel sport tu entraînes? Et évidemment, quand je dis entraîneur, je dis évidemment, alors c'est une évidence pour moi, mais un entraîneur de basketball, bien sûr. Et oui, donc un nouvel invité lié au basket. On avait eu Noé il y a pas longtemps qui Ok. nous a parlé de toi. Oui, Donc le côté spécifique, le côté individuel, c'est quelque chose qui se développe énormément dans le sport en général et du coup on trouvait ça hyper intéressant de t'avoir. Donc si tu peux un peu aussi nous parler de ton parcours en général professionnel, enfin parler un peu comment ça se passait pour toi au collège, au lycée, puis après comment t'as évolué, comment t'en es arrivé à ce métier-là, un écoute, peu le fil rouge quoi. ouais, bah écoute, moi, ça va être assez rapide, hein. Moi, je vais faire très simple, hein. Moi, j'étais pas forcément un bon élève. Je vais pas dire non plus que j'étais au fond de la classe près du radiateur, mais j'étais pas un très bon élève, mais un grand passionné de sport, toujours. Alors que moi, vraiment enfin, on va dire mon sport de prédilection au départ, c'est le tennis. C'est absolument pas le basket. J'y suis arrivé parce que je pense que voilà des potes, c'est un peu comme tout le monde en fait, des potes qui traînent dans le basket, qui jouent dehors, qu'on suit finalement, et puis à force de suivre, on commence à se dire tiens, ce serait peut-être pas plus mal de prendre une licence dans un club. Donc j'ai fait, on va dire, j'ai pratiqué le tennis pendant très longtemps, jusqu'à je dirais bien mes 18 ans, et on va dire à côté de ça, j'avais une licence aussi pour le basket. Je jouais beaucoup plus dehors. Et puis, arrivé vers 17-18 ans, j'ai commencé vraiment à me mettre dans une dynamique club. Voilà, je participais à tous les entraînements inimaginables, pardon, de toutes les équipes possibles. S'il y avait un entraînement avec l'équipe 3, j'y allais, l'équipe 2, j'y allais, l'équipe 1, j'y allais. Donc, on va dire comme ça. C'est un peu toujours pareil, quand vous avez le virus, après ça vous lâche plus. C'est ce qui s'est passé pour le basket. Et puis très vite, quelques années plus tard, je me suis fait comment dire, une pubalgie. Ok. Et dû à cette pubalgie, comment dire, j'ai continué finalement à aller au club, mais bien évidemment, au lieu de jouer parce que c'était très compliqué, bah, j'ai préféré donner un coup de main en fait sur les petits, aider les entraîneurs qui avaient sur les U9, les U11. Et c'est un petit peu comme ça que je suis arrivé dans l'entraînement. Et après, je m'y suis intéressé un peu plus. J'ai voulu me former en tant qu'entraîneur. Et je suis arrivé à l'Asvel à l'époque. Je suis arrivé à l'Asvel sur les premières, on va dire, générations comment dire, d'apprentis dans le sport. On va dire ça comme ça. Ouais. Donc j'ai passé mon brevet d'état. Et puis voilà, j'ai fait 2 ans à Villeurbanne en faisant un peu la navette sur les équipes jeunes. Et puis voilà. Et puis après, tu sais, d'une rencontre à une autre, tout va assez vite. Et du championnat de France
du championnat de France, ça m'a sorti du CFA. Pareil, j'avais 25 ans. Quelques mois plus tard, j'ai une équipe de National 2 et autant te dire que c'était une sacrée aventure, on va dire ça comme ça. C'était une sacrée aventure et puis voilà, j'ai à peu près fait 10 ans, on va dire, entre voilà, de la région, du championnat de France. J'ai continué à jouer quand même. J'ai repris un peu, toujours à jouer dans les équipes réserves. Et puis, comment dire? Et puis il y a cette idée d'aller dans l'entraînement individuel. Donc voilà, il y a tout juste 10 ans, mais à cette époque-là, on me traitait un peu de fou. Donc voilà. Voilà, Parce qu'à la base, pour du coup, résumer. tu étais dans le coaching, mais le coaching global, t'étais pas Ouais, spécialisé. j'ai d'abord été un coach de 5 contre 5. Et en même temps, c'est logique. Parce que c'est difficile de travailler avec un joueur sur le plan individuel sans avoir une connaissance de ce qui va se faire collectivement. Tu vois, c'est juste en fait finalement évident en fait. C'est la logique. C'est la des choses. logique, totalement. Après des années dans le coaching, etc., tu arrives à tomber dans l'entraînement individuel à Limoges, Ouais. un monument du basket français. Mm. Qu'est-ce que ça te fait, quoi, d'arriver là-bas, dans ce métier un peu novateur? Ouais, mais écoute, c'est comme tout, c'est une question d'opportunité. Je suis, on va dire, au beau moment et au bon endroit, on va dire ça comme ça. Euh, En fait, j'avais aidé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année avant d'intégrer le CSP, j'avais aidé un joueur qui s'appelle toujours d'ailleurs Jean-Baptiste Maille. Et Jean-Baptiste Maille se fait une rupture des ligaments croisés. Et à ce moment-là, il y a personne aujourd'hui, à cette époque-là, pardon, mais à ce moment-là, il y a personne dans le staff qui est en capacité de s'en occuper, tout simplement, parce que tu as un coach. Tu as des assistants, un préparateur physique, certes, qui va être présent, un kiné également, mais je veux dire, sur tout l'aspect basket, tu absolument personne qui peut s'en occuper dans le quotidien, parce qu'à côté de ça, il y a une équipe qu'il faut entraîner, il y a des matchs, il y a un championnat à jouer. Et Jean-Baptiste voilà, entend parler de moi, me contacte, on se rencontre, ça se passe plutôt, voilà, c'est plutôt une belle rencontre. Et puis de là, je décide d'aller à peu près 15 jours, environ 2 semaines par mois à Limoges. Je connais absolument pas, autant te dire tout de suite, je ne connais absolument pas Limoges. Quand j'arrive là-bas, je ne connais pas du tout la ville. Je connais le club, et ça c'est une évidence parce que quand tu es fan de basket, bien évidemment que tu connais le club. Mais j'y étais jamais allé. Ouais. Et donc voilà, c'est une découverte. Et puis finalement, je te dirais au bout de voilà, quelques mois finalement, quand la fin de saison arrive, j'ai le directeur sportif Olivier Bourguin à l'époque, qui vient m'en parler, qui vient me dire, écoute, on va accueillir un joueur qui pourrait intégrer, qui pourrait drafter la saison suivante, qui s'appelle Sekou Doumbouya. Et donc là, on y voit une opportunité de me plugger en fait dans le staff. Et au final, bah, je me retrouve non seulement à entraîner Sekou, mais également tous les autres joueurs français. Et j'ai envie de te dire, le démarrage, il se fait un petit peu là parce qu'à ce moment-là, il y a une génération de joueurs français qui est incroyable. Il y a Axel Bouteille qui est là. T'as Jonathan Roussel, t'as William Howard, t'as Damien Inglis, Jerry Boutielé, Mam Jaïté. T'as déjà pas mal de joueurs. Ouais, t'as beaucoup de joueurs français qui sont référencés. Bon, voilà, hein, j'ai pas besoin de te faire le CV de chacun, mais tous sont sur des Coupes d'Europe. Ouais. Une bonne partie, ouais, quand on prend un peu de recul, une bonne partie sont à l'étranger actuellement. Donc c'est non, c'est plutôt, ça se passe très bien. Et puis, tu sais, dans ce métier-là, tes meilleurs ambassadeurs, ça reste les joueurs. Tu vois, Et puis de là, ben, écoute, certes, il y a quelques changements au niveau de la direction du CSP, mais au final, ça se passe plutôt bien et j'y reste 5 ans. Bah justement, après ces 5 ans, tu quittes le CSP, peut-être à contre-cœur. C'est pas Ouais. forcément de ton ressort. Comment tu réagis face à cette nouvelle et qu'est-ce que tu entreprends derrière, justement, après ce passage à Limoges? Comment je réagis? J'ai envie de te dire, ça reste un club qui a quand même un turnover qui est assez important, hein. Faut pas non plus le nier. Quand tu regardes de près, tu te rends bien compte quand même qu'il y a eu, j'exagère peut-être, mais je pense pas tant que ça. Tu as peut-être eu 20 entraîneurs en 20 ans.
Donc, tu sais aussi que quand tu es dans le stade sportif, t'es pas forcément à l'abri. Après, voilà, je m'en doutais un petit peu. Ce qui a été plus difficile, j'ai envie de te dire, c'est plutôt les attaches que tu crées là-bas. Forcément, quand tu y restes 5 ans, bah, tu t'installes, hein, tout simplement. Autant quand tu restes dans un club 1 an ou 2, t'as pas toujours le temps et t'as pas toujours le temps de t'attacher, on va dire ça comme ça, mais c'est ce qui s'est passé avec moi. Je me suis vraiment ouais, complètement attaché à la ville et à beaucoup de monde, tout simplement. Et donc je pense que ça a été peut-être, voilà, ça a peut-être été le plus difficile, on va dire. Mais, euh, mais après j'avais très peu de doutes sur le fait que, voilà, sur le fait que je sais qu'il y avait la possibilité de rejoindre un club. Je savais il y avait plein de possibilités derrière, mais voilà, ça a surtout été, voilà, je pense que ça a plutôt été affectif, plus que sportif, si je peux résumer. Très bien. Ouais. Voilà. Carrément. Récemment, depuis quelques mois maintenant, tu es devenu ambassadeur de la marque Puma. Ouais. Pour un entraîneur individuel, c'est assez unique, surtout en France. Quand Puma t'appelle, tu vois Puma sur le téléphone, qu'est-ce que tu te dis? Alors, déjà, si tu veux, moi, ça faisait à peu près 2 ans que je collaborais avec la marque, déjà. Donc, j'étais consultant pour la marque. Et si tu veux, quand Puma est arrivé sur le marché du basketball en France, eh ben, ils avaient simplement besoin de connaître un peu mieux, tu vois, l'écosystème finalement du basket français. Donc, quoi de mieux de se dire, bah, il nous faut un consultant. Et puis, moi, je suis autant connecté avec les joueurs qu'avec les entraîneurs. Et si tu veux, ça a été... si tu veux, il n'y a pas vraiment de calcul au départ. C'est plus quelque chose qui me sortait un peu de ma zone de confort, dans un premier temps. Parce que je suis quelqu'un qui passe beaucoup plus de temps sur le terrain. Mais ça a été c'était plutôt, à ce moment-là, en tout cas, je le vivais comme ça, hein, une expérience top. Et puis, à un moment donné, c'est poser la question. Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. C'est poser la question de se dire, mais aujourd'hui, pourquoi on ne ferait pas Yacine un ambassadeur? Et comme tu dis, il n'y a pas d'entraîneurs foncièrement aujourd'hui qui sont de manière officielle sponsorisés par une marque. Là, on va dire que Puma, ils ont clairement avancé un pion là-dessus. Et je te dirais que je pense également que le camp, donc ce que j'ai pu créer finalement, qui est Epsilon, on va dire, a accéléré les choses. Tu vois, a complètement accéléré les choses. Ouais. On parlera d'Epsilon un peu plus tard dans le podcast. Avec plaisir. Quelque chose de pareil, de novateur, de super bien, vous verrez. J'avais une question. Enfin, quand j'ai préparé l'interview, je me mettais dans la peau un peu de nos auditeurs. Okay. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça fait au quotidien de bosser avec des mecs comme on voit sur l'écran, comme Nadir Rifi, comme Rudy Gobert, comme des stars en fait. Comment t'as quelle approche avec eux en fait? Bah moi, tu sais, je l'aborde pas comme. Je comprends que ça puisse être perçu de cette façon-là, mais c'est un métier qui est passionnant. Mais après, moi, enfin, tu vois, quand t'es entraîneur, t'as une posture. T'as une posture. J'ai pas la posture d'un. Je suis pas fan. C'est-à-dire quand t'entraînes Rudy. Je sais pas ce que ferait un fan, mais je prends pas toutes les 2 secondes, je prends pas mon téléphone à faire je sais pas, à faire une story, un snap ou ce que tu veux, parce qu'à un moment donné, j'ai aussi une posture à avoir et en même temps, voilà, moi j'ai aussi la volonté d'apporter quelque chose aux joueurs. Donc, comme je te dis, cette posture, elle est importante. Tu vois, c'est aussi une légitimité, une crédibilité et à avoir avec le joueur, parce que si tu l'as pas, le joueur il t'écoute pas, il t'entend pas et donc forcément dans ton travail dans le quotidien ça peut être que préjudiciable. Mais la réalité c'est que non, moi je le vois pas comme ça, hein. Moi je le vis comme juste des joueurs de basket qui souhaitent tu vois, on a une relation qui est un peu spéciale, ça je peux pas le nier. T'as toujours une relation un peu spéciale avec le joueur que tu entraînes, mais comment dire, moi je suis là pour vraiment que la seule chose que j'ai en tête c'est qu'il progresse. La seule chose que j'ai en tête c'est qu'il atteigne ses objectifs. C'est-à-dire que ce soit, tu disais Nadir, mais il y en a d'autres que t'es la seule chose auquel je pense. Alors moi peut-être que je vis le match différemment, mais tu vois, je sais pas, je peux prendre Nicolas Lang, je vais pas. Alors autant bien évidemment, hein,
en étant impliqué, gagner, perdre, évidemment que c'est important, tu vois, parce que quand gagner, perdre avec l'équipe, c'est très important, mais moi, je suis pas forcément là-dedans. Je suis plus à regarder comment je pourrais dire, les performances du joueur sur le terrain. Et je vibre finalement aussi avec les performances. Je vibre pas. Peut-être que pour les gens, ils voient juste un tir dans le corner. Tu vois, ils voient juste un tir à 3 points dans le corner. Moi, je vois pas ça. Moi, je vois toutes les heures de travail derrière. Tu vois. Donc, je vois tout le temps que j'ai pu passer avec le joueur. Et voilà, c'est à ça que je pense, tu vois. Et évidemment, c'est une victoire. Quand moi, c'est ma victoire. Quand je vois qu'un joueur, il arrive à, en tout cas, performer dans le domaine sur lequel on avait travaillé, et je me dis, OK, là, on tient quelque chose, il faut continuer le travail. C'est pas, tu sais, un joueur, enfin, tu vois, pour moi, je fais partie des gens qui disent, il y a pas d'âge pour progresser, il y a pas, si t'as 18, t'as 25, non, non, je pense juste, c'est la manière dont tu vas t'organiser dans ton quotidien qui va te donner la possibilité de progresser ou non. Tu vois, je suis plus attaché à ça qu'autre chose. Mais voilà. Ouais, parce que, enfin, moi, je sais que, avant, là, je bosse un peu dans le sport aussi, et c'est vrai que j'avais une tendance un peu à idéaliser le joueur en se disant, ouah, c'est un truc de ouf, alors qu'en fait, c'est une personne comme une autre qui a juste envie de bosser et d'apprendre. Ouais, mais complètement, qui est juste, voilà, qui a plus de compétences, voilà, dans un domaine dans lequel peut-être t'en as beaucoup moins et sur lequel, dans lequel il va vouloir continuer à se développer et toi, t'es là pour l'aider, t'es là voilà, pour le rendre meilleur et voilà. Après, je pense plus ouais, comme je t'ai dit, je suis beaucoup plus attaché à ce que le joueur va être, ce qu'il incarne et son histoire. Ça, par contre, ouais, j'y suis, ouais, forcément là, par contre, ouais, ça, j'y suis sensible. Tu vois, il y a des joueurs avec lesquels que j'ai en tête. Il y a des joueurs avec qui tu passes énormément de temps. Il y a des joueurs qui ont des histoires assez particulières. Tu prends tout le monde aujourd'hui, puisqu'elle a été médiatisée, tu prends un peu l'histoire de Nadir. C'est une histoire très particulière malgré tout. Tu vois, donc, et il y a d'autres joueurs comme lui, hein, il n'est pas tout seul. Et donc forcément, on va dire ton positionnement par rapport à tout ça, il ne peut être que plus prononcé, tu vois, tu es plus impliqué encore parce que tu te dis putain, j'ai envie de lui apporter quelque chose moi aussi, j'ai envie qu'il atteigne ses objectifs parce que ça pourrait être une belle histoire, ça peut être juste une belle histoire. Et quand je te dis lui apporter, moi je suis hyper conscient qu'à un moment donné, un sportif de haut niveau, un athlète, comme tu disais, on est dans un sport collectif. Mais il y a tellement de gens impliqués dans la progression d'un joueur, tu peux pas mettre de côté le coach pour commencer, parce que c'est le coach qui le met dans les bons spots. Tu peux pas écarter le fait tu peux pas écarter les assistants coachs qui eux par contre vont faire tout un travail dans le quotidien aussi, qui vont essayer d'accompagner le joueur. Tu peux pas non plus mettre de côté le physio qui lui passe des heures à masser les joueurs, à les aider dans le quotidien, dès qu'il y a un pépin ou quoi que ce soit, il est en première ligne. Je veux dire, il y a plein de gens qui sont impliqués dans la progression d'un joueur. Moi, je suis juste un maillon de la chaîne. Hein. Ouais, t'es une pièce à rajouter au puzzle. Ouais, exactement. Je suis juste un maillon de la chaîne et moi, je l'entends comme ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la réussite de Nadir, elle c'est surtout, certes, c'est d'abord sa réussite et il y a quand même eu, il y a quand même eu du monde qui l'ont, en tout cas, quand je dis du monde, en tout cas, il y a quelques personnes qui l'ont aidé. Et en commençant, comme il l'a dit très récemment, voilà, le coach qui lui a donné un contrat pro déjà pour commencer. Qui l'a mis sur le terrain. On va commencer par le plus simple, hein, tu vois. Donc, voilà, donc faut être conscient de tout ça. Quand tu fais ce métier-là, faut être conscient que tu es un maillon de la chaîne et de ne pas essayer de vampiriser. C'est pas le job de vampiriser la réussite des autres, tu vois. Non, c'est d'être conscient que c'est un travail collectif. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même une fois où tu t'es senti un peu intimidé avant un coaching, tu t'es dit, ouais, là quand même, là c'est costaud, faut. Ou pas du tout. À chaque fois, tu as une sorte de même approche avec n'importe quel. Enfin, pas la même approche, entre guillemets, mais la même approche pour toi, mais pas par rapport au joueur. Mais dans le sens où là, je dois faire mon boulot avec ce joueur. Ou est-ce que tu t'es dit un jour, là, quand même, faut quand même que j'assure, là, quoi.
Écoute, peut-être la première fois. Ouais. Peut-être la première fois quand j'ai travaillé avec Luc Mbamute, qui est à ce moment-là entre les Sixers et les Clippers. Et qui on venait dans ce moment un peu off de tu vois donc cet été là, donc là on est à Houston, on est un petit peu dans un, je pense, je veux dire ouais, on est un peu entre parenthèses chez lui, dans le sens où c'est un petit peu sa base de travail, tu vois, l'été. Et ouais, voilà, j'ai peut-être accueilli de cette façon-là. Tu me dis pression, ouais, je l'ai accueilli de cette façon-là la première fois parce que c'était vraiment autant j'avais fait du travail individuel avec des joueurs de championnat de France et j'avais construit en tout cas toute une approche autour du travail individuel et du travail poste par poste avec les équipes que j'entraînais à l'époque. Et autant là tu te disais ok, je prends l'avion. Puis là je prends l'avion, je sais pas où je vais, je sais pas où je dors. Je sais pas vraiment comment ça va se passer, je sais pas combien de temps ça va durer non plus, parce que tu sais que si ça se passe mal, ça va très vite, ça va très très vite. Et puis tu te dis surtout qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une histoire qui peut commencer, mais sans réellement savoir ce qui peut se passer, parce que je connaissais pas le caractère du joueur. Je l'avais rencontré une première fois, j'avais fait un meeting à Genève à l'époque. Pareil, hein, j'arrive dans un hôtel au bord du lac Léman, je sais pas, 5 étoiles, j'ai pas besoin de t'expliquer le détail, hein, donc voilà, donc forcément un peu intimidé. Alors c'est pas ce que je dis intimidé dans le sens, il y avait là il y a un meeting et à la fin de ce meeting t'es validé ou t'es pas validé. Voilà, donc j'étais passé par là et puis après, arrivé là-bas à Houston, bah ouais, oui, je pense que la première semaine, je prends la pression fort. Ouais, fort, très fort même. Et je dors très peu. Parce que j'ai vraiment envie que ça fonctionne. Tu vois, donc, j'ai vraiment envie que ça fonctionne. Et il faut savoir pour l'anecdote, c'est que c'est la seule fois où ça m'est arrivé, c'est que, ils ont égaré mes bagages. Et donc, là, tu te dis, bon, ça y est, super. Parce que c'est toujours dans ces moments-là. Ouais, c'est toujours dans des moments où t'en as besoin. On va te dire, t'en as besoin. Non, c'est juste, tu veux récupérer tes bagages comme tout le monde, en fait. Donc si tu veux, c'est juste pour la petite histoire, c'est que j'avais pas eu pendant une semaine mes bagages, j'avais tout mon matériel, j'avais tout ça et j'ai dû tout me réorganiser. Enfin, tu vois. Ouais. Et évidemment avec le stress qui allait avec ça, parce que tu te dis merde, mais il faut que ça fonctionne, et on s'était donné 15 jours et de se dire au bout de 15 jours, si ça fonctionnait pas, il n'y avait pas de stress sur le fait de se séparer et de passer à autre chose, tu vois. Donc voilà, si tu veux savoir vraiment, je pense que cette première là c'était après ça tout roule. J'irai pas dire tout roule, mais par contre, je dirais surtout tu découvres. C'est un métier qu'on connaît pas à cette époque-là. Je peux même aller plus loin que ça, hein, si tu veux. Je peux même te dire, non seulement c'est un métier qu'on connaît pas, mais c'est un métier sur lequel la plupart des gens, quand tu leur en parles, sont peut-être limite à te regarder avec des gros yeux en se demandant ce que tu racontes, voire même en se demandant si ce que tu racontes c'est vrai ou pas, quoi. Tu vois, donc j'en suis là à ce moment-là, hein, tu vois, donc c'est vrai que les débuts ont été un petit peu spéciaux. Mais c'est un peu aussi pour ça qu'on voulait t'inviter, c'est pour avoir ce discours, et on aime bien aussi avoir des acteurs qui font le sport, enfin pas forcément les joueurs, parce qu'en fait il y a un vrai écosystème autour et des gens comme toi ça en fait partie. Et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de précurseurs dans leur domaine qui sont partis un peu de rien et qui ont gravi les échelons pardon, un peu comme toi au final, et moi je trouve ça très inspirant et très pédagogue comme discours. Si tu veux, la nuance que je peux faire sur ce que tu dis, c'est le côté un peu précurseur, parce que tu vois, moi à cette époque-là, j'ai commencé à avoir des coachs qui faisaient ça. Mais si tu veux, c'était pas le positionnement que j'avais. C'était pas cette façon-là que je voyais l'entraînement individuel. Parce que moi, je pense que tu ne peux pas finalement arriver et te positionner en disant
voilà, je peux t'amener à tel niveau de pourcentage de réussite. Tu peux pas garantir des choses de ce type-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, t'as pas le full contrôle. T'as pas le full contrôle en fait du joueur. Et encore même avec le full contrôle, je suis pas sûr que tu puisses encore réussir à, tu puisses pas à un moment donné garantir. Tu vois, tu peux pas garantir. Donc et il y a eu j'ai vu quelques coachs, hein, je te dis ça, peut-être deux peut-être maximum, qui devaient à un moment donné eu ce positionnement-là sur lequel je n'étais absolument pas aligné du tout. Et, et donc c'est comme ça que, tu vois, quand je suis arrivé dans ce métier-là, c'était aussi la première fois qu'on en parlait aussi sur des équipes pro. Il y avait Joe Gomis qui était arrivé très peu de temps après, tu vois, aussi. Et donc finalement, on est un petit peu, moi je vois ça un peu comme ça, c'est que finalement Joe et moi on est arrivés sur des clubs professionnels, on est les premiers à être arrivés et les premiers à avoir les discours avec des joueurs sur la performance individuelle. Après évidemment on n'a pas du tout c'est une évidence, on n'a juste pas le même background, donc forcément on n'entraîne pas de la même manière, mais tu vois, voilà, pour reprendre les propos du départ, c'est juste dire, mettre la nuance, que j'ai vu des personnes faire ça, de se déclarer un petit peu, voilà, je suis ça, et je vais t'aider. Ah ouais, bah. Ok, c'est ambitieux, mais pourquoi pas? Ah, vous l'aurez compris, le mot humilité peut clairement guérir. Ouais, non, c'est complètement moi. Je pense que le joueur, il est au centre du projet, c'est pas à moi de. C'est même si même s'il y a une nécessité, parce que on est sur des. Je vais même pas parler d'époque ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que c'est une évidence qu'il faut aussi savoir parler, s'exprimer et bien évidemment avoir une image aussi, tu vois. Ça, je l'entends complètement, mais quand je travaille avec un joueur, je me mets pas en scène. Je me mets pas en scène, déjà pour commencer, parce que je pense que j'aurais beaucoup de mal à le faire parce que ça va contre mes valeurs, mais après, au-delà de ça, c'est le joueur qui est au centre c'est au centre du projet, tu vois. C'est lui, hein. Donc à partir de là, comme je te l'ai dit, t'es un maillon de la chaîne. Et peut-être en lien avec ça, est-ce qu'il y a un jour tu t'es dit, mais un peu le sentiment, tu sais, de l'imposteur? Pourquoi moi? Pourquoi... Ou alors justement, à contrario, tu te dis, bah en fait, j'ai bossé pour arriver là, sans être arrogant ou te mettre sur un piédestal, hein, bien au contraire, mais en te disant, ok, j'ai bossé, entre guillemets, j'ai un peu provoqué ce qui m'arrive, ou justement, tu te dis des fois, mais pourquoi moi? Ouais, c'est une bonne question. Après, c'est vrai que, franchement, quand tu me connais un peu, je suis un fonceur, moi. Donc, je suis un fonceur. Je cherche pas. Je cherche pas à réfléchir. Non, il y a des situations où t'as pas besoin de réfléchir. Voilà, il y a plein de gens qui n'y croyaient pas au début, qui y croyaient absolument pas. J'ai jamais vraiment fait attention à ça. Non, j'en fais même pas un reproche, tu vois. Ouais. J'en fais même pas un reproche. Voilà, moi j'avais une idée en tête et j'essayais. Je me suis pas dit, par exemple, quand j'ai eu l'opportunité d'entraîner Rudy Gobert, je me suis pas dit, ouais, normal. Je me suis absolument pas dit ça. Je me suis même pas posé cette question-là. Il faut savoir que quand j'ai travaillé avec Rudy, j'ai d'abord fait un premier entraînement à Paris avec lui, à la Hoops Factory. Et on s'était dit, voilà, on se fait une séance ensemble et on voit ce qui se passe. On voit comment ça fit. C'était très simple, hein. Vraiment, ouais, plus simple du monde, hein. Ouais. Et ça s'est super bien passé. Et puis après, on s'est donné rendez-vous à Los Angeles derrière. Mais je me suis pas dit, je sais pas comment dire, je me suis pas dit... Ouais, je sais pas, non, j'étais là à dire... Alors, non, là, tu vois, par exemple, je me suis dit, il faut faire le job. Ouais. Là, faut assurer. Quand tu dis ça, t'as l'impression de dire quoi? Pourquoi cette fois-ci là plus qu'autre chose? Non, absolument pas. T'es juste dans l'état d'esprit de te dire, ok, c'est une belle opportunité. C'est une belle opportunité qu'on me donne et ne pas oublier que t'es dans un contexte aussi, t'es l'été, et toi, faut vraiment être focus travail, tu vois. Faut malgré tout être focus travail. Le joueur, il est là, il veut bosser, il veut travailler, il veut progresser. Donc toi, voilà, c'est dans le sens où, quand je te disais faut assurer, faut surtout, faut y venir avec le bon mindset et ne pas se perdre et rester, rester dans le travail.
Trop bien. Impeccable. Je comprends totalement ton discours. On a passé un peu la phase parcours, coaching, etc. On va passer maintenant à la phase Upsilon. On en a parlé très rapidement, très brièvement tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, très concrètement, pardon, qu'est-ce que c'est que ce projet, comment tu en as eu l'idée, comment ça s'est monté, et quelles sont aussi tes perspectives avec ce magnifique camp? Alors, les raisons, enfin, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a quelques-unes. Elles sont très très simples au départ. C'est que chaque été, j'étais en vadrouille, si on peut dire ça comme ça. J'étais en vadrouille chaque été et à un moment donné, tu te dis simplement, ah, mais attends, j'aimerais entraîner en fait et ne pas toujours voyager à droite à gauche, parce que ne jamais oublier une chose, comme j'ai pu te le dire au début, voilà, j'ai une famille. Et moi, tu peux pas toujours amener ta famille avec toi. C'est très compliqué. Donc l'idée, c'était de se dire au départ, mais pourquoi je centraliserais pas tout au même endroit? Voilà, tout simple. Au départ, ça se passe de cette façon-là. Première. Deuxième, c'était de me dire, c'était de me dire, mais en fait, voilà, quelques années maintenant que je suis dans le championnat, je pense que j'ai l'opportunité de rencontrer tout le monde, et de connaître tous les joueurs, en tout cas de loin ou de près, en tout cas tous les joueurs du championnat. Et puis tu te dis, ouais, mais moi en fait j'aimerais choisir, avoir cette opportunité de choisir les joueurs avec qui j'aimerais travailler. Et là, si tu veux, à partir de là, tu te dis, c'est un discours qui est très simple, c'est de se dire, ouais, mais moi je voudrais pas, parce que voilà, je voudrais pas travailler avec les joueurs d'une agence plus qu'une autre, tu vois. Je voudrais pas travailler avec les joueurs d'un club plus qu'un autre, tu vois. Et je me dis, pourquoi à ce moment-là ne pas... Ouais, pourquoi à ce moment-là, j'irai pas chercher les joueurs, les appeler et leur dire, voilà, j'ai envie de travailler avec toi, j'organise un camp qui a lieu à Strasbourg. Et voilà, je voudrais que tu viennes. Et surtout de me dire, au-delà de dire ça, c'est des joueurs avec qui j'aimerais travailler, alors, des joueurs avec qui j'ai aimé travailler. Peut-être des fois, c'est des joueurs que j'entraîne actuellement, donc avec qui j'aime travailler. Et puis au conditionnel, mais des joueurs avec qui j'aimerais bosser, en fait. Ouais. Tu vois, j'aimerais bosser peut-être dans les mois, dans les prochaines saisons à venir. Et tu sais que quand tu es dans un club, tu n'as pas cette opportunité. C'est le directeur sportif qui, avec le coach, font une équipe et qui décide de qui va être recruté, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, tu te dis, ok, ça c'est un truc qui me ferait kiffer, tu vois. Et voilà, c'est déjà des bonnes raisons. Et puis la dernière, je pense que ça s'est fait à Strasbourg parce que je pense que l'infrastructure, c'est un enjeu. Je pense que l'infrastructure, c'est un vrai enjeu quand tu entraînes l'été. Tu as de vraiment trouver une infrastructure hyper agréable, fonctionnelle, puis qui donne vraiment... On est un peu tous pareils, hein, tu sais, passionnés. Je parle même pas pro. Pour moi, c'est pro, pas pro, on est tous pareils. On aime bien aller dans une infrastructure, un terrain de foot, un terrain de basket, qui est un beau terrain de basket, une belle pelouse, on est tous pareils, tu vois. Là-dessus, on aime bien aller dans une belle salle, des beaux vestiaires, on est tous pareils. Donc, je pense que c'est un lendemain de défaite contre, pour le coup, la SIG Strasbourg avec Limoges. Le lendemain matin, assez tôt, on part avec Nicolas Lang, qui me dit viens avec moi, je vais au basket center. Je connaissais absolument pas le basket center à ce moment-là. Et là, quand je rentre au basket center et que je vois l'infrastructure, je me dis attends, j'en ai jamais entendu parler. C'est quoi ce délire? Parce que c'était 3 terrains aux normes, un restaurant, des salles de réunion, un truc qui était nickel, était magnifique. Et donc là, je me suis dit, ok, on va faire ça cet été. Et ici, voilà. Ça s'est passé vraiment simplement comme ça. Ouais. Je pense qu'ils m'ont pris pour un fou au début. Parce que je suis arrivé à 10 ans, on fait le camp ici. Ouais. Une fois de plus, une fois de moins. Ouais, c'est un peu ça. Et voilà à peu près les raisons pour lesquelles j'ai organisé ce camp. Et puis ensuite, il fallait trouver le moyen
il fallait trouver le bon modèle économique pouvoir organiser ce camp, parce que bon, c'est pas si simple non plus, tu vois. Et je pense que notamment avec mon collègue Mike, on a réussi en tout cas, on a trouvé je pense en tout cas la bonne façon d'aborder tout ça, quoi. Ouais, carrément. Parce que, comment dire, est-ce que tu vois le sport un peu comme un écosystème qui peut être un peu défaillant des fois et tu voulais aussi créer quelque chose une sorte de camp modèle, entre guillemets. Je dirais pas défaillant, tu vois, je dirais juste apporter quelque chose de nouveau. Ouais, ouais, clairement, apporter quelque chose de nouveau. Travailler, au final, réunir finalement des joueurs pros qui pourraient potentiellement travailler ensemble sans être affiliés à une agence. C'est-à-dire que, très souvent, c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui. Les agences aujourd'hui qui représentent les joueurs organisent leur camp. Et je juge absolument pas ce qui se fait là-bas. Tu vois, là, les agences ont leur coach aussi, tu vois. Faut pas l'oublier. Donc, ils ont la possibilité voire même organiser j'ai envie de dire des beaux stages. Et puis, les mecs connaissent très bien leurs joueurs aussi. Mais par contre, avoir un camp qui soit comme celui-ci où ben tu vois, les joueurs ils viennent et ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Et quand je te disais choisir les joueurs tout à l'heure, choisir des joueurs qui me ressemblent aussi, tu vois, des joueurs qui sont dans l'idée de travailler, tu vois, travailler dur, et qui ont aussi cette humilité, et puis aussi qui ont envie de donner, transmettre, tu vois. Il fallait trouver, pour moi c'était une évidence, il fallait ce profil-là pour faire grandir les choses. Et je pense qu'on n'en parle jamais assez, parce que le camp, il aurait jamais pris cette dimension-là si j'avais pas eu des joueurs qui avaient ce mindset, tu vois. Il n'y aurait pas eu. On n'aurait jamais eu le succès qu'on a pu avoir sur les 2 éditions si on n'avait pas eu des joueurs ouais, comment dire, ouais, tu vois, qui avaient cette approche-là. On aurait pas, parce que j'ai pas fait un camp, j'exagère quand je dis ça, mais tu vois, j'ai pas fait un camp Instagram, hein, j'ai pas fait un truc où tout est scénarisé et comment dire, est scénarisé pour que on puisse mettre en valeur le joueur. Pas du tout, on était pas du tout dans cette approche-là. Je voulais vraiment, et puis pareil, avec des joueurs qui me parlent que de visibilité du matin au soir, en me disant ok, avec leur mec qui prend des contenus à côté. Non, c'était avant tout là pour bosser, progresser. Le numéro 1, t'étais là pour bosser, tout simplement. Après, la création de contenu, ça fait partie, encore une fois de plus, tout ça, ça fait partie de notre monde. Donc c'est logique qu'on puisse créer du contenu pour le joueur, c'est logique qu'on puisse à un moment donné le rendre, voilà, sur quelques contenus, le rendre visible et montrer aux gens que, ben voilà, regardez ce qu'il est en fait. Et ces mecs-là, voilà, ces mecs-là s'entraînent. Ça veut pas dire non plus qu'on matraque ça du matin au soir. C'est juste, voilà, c'est juste une organisation. Tout ça, ça se fait de manière c'est très très fluide. Hein. Quand tu viens sur le camp, c'est très fluide. Hein. Il y a pas de, c'est très fluide. Il y a pas de, je sais pas comment dire ça. Tout le monde travaille, tout le monde est. Je pense que tout le monde a la banane parce que c'est un peu le but aussi, tu vois. T'es sur l'été, alors. Si en plus sur l'été c'est tendu, je pense que les mecs ne reviendront pas, tu vois. Non, et puis, non, je pense qu'il y a un discours positif, et tu vois, il y a un discours positif, puis c'est un discours qui, pour moi, a plus de portée et se propagera beaucoup plus facilement, tu vois, par la suite, et c'est le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Si on arrive à parler avec des marques, c'est qu'à un moment donné, ça fonctionne, tu vois. Aussi, c'est qu'ils en entendent parler, et puis que ça leur parle, tu vois. Là, si je devrais te demander en quelques mots, en quoi Upsilon c'est un camp innovant en fait, et en quoi il se démarque surtout? Il se démarque parce que c'est un camp, tu vois, en anglais on dirait un player development camp, donc c'est-à-dire un camp de développement de joueurs, et aujourd'hui il y en a en Europe. Il y a Kai Heinz qui organise son camp du côté d'Athènes sur quelques jours, mais avec quelques gros guests, on va dire ça comme ça. Mais on n'est pas du tout sur le même registre, on n'est pas du tout sur la même approche. Nous, on parle vraiment performance, développement, c'est-à-dire
C'est-à-dire qu'on pense à la performance dans son ensemble. Il y a des préparateurs physiques. En termes de nom, on a 5 préparateurs physiques aujourd'hui qui sont présents sur le camp. On a 5 coachs, on a 2 physios, un docteur, un chef. Enfin, t'as aucune organisation aujourd'hui l'été qui peut te présenter aujourd'hui ce qu'on fait. Il n'y a personne. Tu peux sonder le marché autant que tu veux, il n'y a personne. Donc, je pense que déjà, par l'encadrement, on est innovant. Et je dirais d'avoir réussi à rassembler autant de joueurs, finalement, je te dirais autant de joueurs internationaux, parce que certains ont déjà des sélections, ont déjà été appelés par les équipes de France. Équipe de France, autant te dire A que jeunes aussi, tu vois. Beaucoup, tu vois. Donc, tous, pour la plupart, j'ai envie de te dire, tu vois. Pour la plupart, donc si tu veux, en ça aussi, ça reste un camp innovant aussi également. Et puis qu'il y a une dimension, on parle d'excellence, on parle bien évidemment de développement, et sur le plan humain, c'est un camp où, je veux dire, il y a une bonne atmosphère. Les familles, les joueurs peuvent très bien venir avec leur famille, on mange tous ensemble aussi également, tu vois. J'essaie vraiment de maintenir cet état d'esprit, tu vois, famille. Et de pas être parce que c'est des pros de tout comment je pourrais dire, de tout organiser de manière qui est tu vois, qui est personne, entre parenthèses quand je te dis ça, qui est personne sur leur route entre le terrain, le restaurant, non, il faut que ce soit quelque chose de plus naturellement, enfin qui soit le plus naturel possible. Pour te faire une petite aparté, c'est qu'il y a quand même le camp de Léo Westermann et Nicolas Lang qui se fait en même temps que le mien. Donc aujourd'hui, quand tu viens au Basket Center sur mes dates, en général, tu vas trouver le camp de Nicolas et de Léo, donc 80 gamins. Autant te dire, c'est brillant. On va dire ça comme ça. Et à côté de ça, tu as un autre terrain sur lequel tu nous trouves. Tu nous retrouves et si tu veux, tu as le full package. Tu as les jeunes, tu as les pros, tu as tout le monde et tout le monde vit très bien ensemble. Tout le monde vit très très bien ensemble. Donc ça, c'est un truc sur lequel auquel je suis attaché. Ouais. Je comprends. Merci pour cette belle description du camp. Ouais. Pour finir rapidement cette interview, j'avais 2-3 questions. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a vraiment marqué en tant qu'entraîneur, quelque chose, un souvenir, le truc que tu trouvais exceptionnel, quoi? Si je te dis, donne-moi le meilleur souvenir que tu as eu en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que tu me répondrais? En tant qu'entraîneur, wow. Bien que tu en aies eu plusieurs, je pense, mais... tu me parles spécifiquement dans l'entraînement individuel? Ouais, plutôt. Ouais, plutôt dans l'entraînement individuel. Justement, ça se démarque du fait de gagner un championnat, de quelque chose comme ça. C'est totalement... Je pense que c'est d'autres styles de récompense qui ont peut-être la même valeur à tes yeux, même c'est même sûr, je pense. Mais justement... Franchement, c'est très difficile de te répondre à cette question-là, parce que c'est très compliqué. Je comprends. Mais par contre, je pourrais te dire qu'il y a il y a eu des moments... je pense avec l'ensemble des joueurs avec qui j'ai bossé, après je sais pas si c'est t'apprends toujours je pense que t'apprends à aimer tes joueurs aussi, tu vois, avec qui tu bosses, t'apprends à les aimer, tu vois, tu discutes, je veux dire, c'est intéressant parce que des fois on parle de beaucoup de choses, tu vois, qui ne touchent pas le terrain. Ça c'est, on travaille, puis on va discuter d'autres choses, ça peut être très enrichissant, mais je dirais plutôt, je garde plutôt en tête le fait d'avoir la chance de bosser avec certains joueurs qui essayent aussi, qui challenge un peu, tu vois, qui challenge, parce qu'il y a des joueurs qui te challenge, il y a des joueurs qui sont potentiellement des fois aussi passionnés que toi, et ça, quand t'as des joueurs comme ça, là t'es obligé de step up, t'es obligé de, je sais pas comment ça, oui, il y a pas d'autre mot, ça te stimule. Je te parlais, ça te challenge, je te dirais ça. Et peut-être, oui, c'est vrai que l'édition, tu vois, Upsilon, c'est vrai que la première édition, donc c'est vrai que c'était à toute première quand je prends un peu de recul, c'est vrai que c'est, tu sais, tu l'imagines pas jusqu'au moment où ça arrive, tu vois. Moi, je suis quelqu'un d'assez terre à terre là-dessus. Je me dis, voilà, on travaille on va être vraiment
on va être dans le travail du quotidien, mais tu as toujours des difficultés à te projeter. Et c'est vrai que là, ça, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu la version 1.0, quoi. C'est là, sur l'écran, ouais, en termes de staff, on est très peu. Tu vois, on est très peu. Et quand je te dis on est très peu, il y a toujours un physio, il y a je vois Clément Sartel qui est physio, Julien Souton qui est psychologue du sport et qui travaille avec des pilotes de rallye, qui travaille avec des golfeurs, qui travaille avec des basketteurs, qui travaille avec du très haut niveau. Et t'as notre chef cuistot aussi, Kevin Roman, t'as Fessel Kort qui était avec moi notamment à Limoges, mais qui après avait rejoint le club de Brest en handball féminin. Okay. Tu vois, sur le staff, là t'as Mike avec qui on a créé le camp, t'as également Alain Dibeux que je connais depuis que j'ai rencontré, qui m'a appelé en fait pour partir après cette aventure avec Luc Mbamouté. Je suis parti à Istanbul, donc je suis par l'intermédiaire d'Alain, donc j'ai travaillé avec un joueur turc et ça s'est fait par son intermédiaire, et donc forcément on s'est toujours appelé régulièrement, et même pas, on est des potes, quoi, on est devenus des potes, et puis après tu vois les joueurs, et moi comme je te disais, je pouvais pas prédire que Nadir ou même encore Milan fait une saison encore exceptionnelle, voilà. Et même j'ai été à ce moment-là, je savais pas qui il était quand je l'ai appelé, il n'était pas MVP de l'Eurocup, hein, donc c'est ça, Jacques, des joueurs que j'ai appelés aussi parce que je voulais je suis aussi dirigé vers des joueurs, on va dire d'expérience, parce que je voulais ce mélange, tu vois, de génération et de jeunes générations et de joueurs, on va dire, confirmés comme Joe Roussel ou encore Hugo s'il écoute un jour ce podcast, que j'ai dû supporter pendant quelques années, et Baudian, j'appelle Baudian, on se connaît pas, hein, j'appelle comme ça. Oh, vas-y, je viens, j'arrive. Donc ça s'est vraiment passé de cette façon-là, hein. C'était très simple. Et puis Mam, ça a été une belle histoire parce que j'ai travaillé avec Mam au CSP pendant 2 mois. Il a été écarté du CSP. Donc pour moi, ça a été très difficile, très très difficile ce moment-là. C'était d'ailleurs ma première année vraiment dans le staff. Je comprenais absolument pas qu'on puisse écarter un joueur de cette qualité-là, mais pas que sur le terrain, mais aussi humainement parlant. Et ça a été c'était difficile, et je suis très heureux de voir la tournure que ça a pris, parce qu'une fois qu'il est parti du CSP, ça a été un enchaînement, quoi. Ça a été une tornade, hein. Et pour le voir aujourd'hui à Monaco en Euroleague, il l'était déjà avec Bologne, mais ça fait extrêmement plaisir. Donc tu vois, il y a des histoires il y a des histoires avec un peu tout le monde, donc c'est pour ça que cette première édition, je pense que si tu me demandais un souvenir, je dirais que cette première édition-là a été un peu particulière. Ça, c'est sûr. C'est beau, c'est beau. Dernière petite question, comment tu te vois, toi, dans les 10 prochaines années ? Dans les 10 prochaines années, alors, celle-ci, elle n'est pas facile. Mais, elle n'est pas simple. Mais je l'aime bien parce que elle donne aussi les perspectives, comment on se voit, est-ce qu'on se voit évoluer, ça se trouve. Et en fait, ce qui est bien, c'est que peut-être dans 10 ans, tu réécouteras ce podcast et tu verras où t'en seras, et tu verras si t'as raison. Je le ferai, écoute, ce que je te dirais aujourd'hui, l'avenir, c'est finalement aujourd'hui Epsilon Basketball, c'est devenu une marque déjà, et il y aura quelques surprises dans quelques mois, enfin on va dire dans les mois à venir, pour comprendre ça. C'est devenu une marque, et on a créé une société qui s'appelle Epsilon Group. Et aujourd'hui, c'est une structure d'accompagnement d'athlètes, donc qui est dans le camp, donc comme on en parlait. Donc finalement, de montrer un petit peu, l'été, en tout cas d'organiser le travail des joueurs durant l'été. C'est également aussi du coaching individuel sur l'année, qui s'appuie aujourd'hui principalement sur moi, mais qui demain pourrait être porté par d'autres coachs. Parce que clairement, c'est l'objectif. Et puis ensuite, le troisième, c'est la formation, parce que c'est intéressant d'en parler. Tu vois, la formation, c'est la formation on va commencer en tout cas de cette façon-là, d'essayer de former des entraîneurs individuels également, parce qu'en fait, il n'y a absolument rien qui aujourd'hui permet de te dire
Il n'y a pas de certification, de diplôme qui aujourd'hui parle du rôle de l'entraîneur individuel et aucune formation qui en parle. Parce que finalement, quand tu es entraîneur individuel, tu es un peu entre toutes les lignes. Et si tu veux, quand tu es dans un staff, et c'est ce que j'ai appris, finalement, quand tu intègres une équipe, et c'est important, c'est pour le coup, c'est assez important, c'est quand tu intègres une équipe, tu apprends à travailler avec tout le monde. Ça veut dire que tu peux mettre de côté personne, tu peux pas venir avec ta science, faire ton truc, et basta. Ça fonctionne pas comme ça. Dans un staff, tu apprends à travailler avec le physio, donc il faut avoir quand même quelques notions, il faut comprendre ce que te dit le physio. Quand je dis physio, le kiné, hein, on s'entend bien. Ouais. Il faut également travailler avec le coach. Donc, peut-être je mets les choses dans le désordre, mais d'abord avec le coach, bien évidemment, parce qu'il faut déterminer des objectifs. Mais je dirais qu'il faut travailler aussi avec les assistants. Qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, de quelle façon on va s'organiser, comment on va planifier la charge du joueur dans le quotidien. Tu apprends à travailler avec le préparateur physique. Alors là, c'est peut-être même quasiment... souvent, j'ai l'habitude de dire ça va être mon meilleur pote. Clairement, quand j'arrive dans un club, il faut que ce soit mon meilleur pote. Parce que, quand je dis ça, parce que la charge d'entraînement, c'est un enjeu. Tu vois. Donc, mesurer l'effort dans le quotidien, c'est très important. Parce que le joueur, tu sais, le coach, il a qu'une seule chose qu'il veut. Il progresse, c'est très, très bien. Mais le plus important, c'est que le jour du match, il soit à 100%. Il n'y a que ça qui compte pour le coach. Donc toi, tu dois, en plus de ça, tu dois travailler avec les joueurs et faire en sorte qu'ils soient à 100% le jour du match. Donc ça veut dire que tu peux pas travailler tout seul. Il faut travailler avec le préparateur physique qui, lui, va te dire voilà de quelle façon tu dois travailler avec ton joueur. Donc tu vas être des fois en relation avec le staff médical parce qu'il va falloir peut-être assurer, je sais pas, le retour de blessure avant de le mettre dans le 3-3, le 5-5, avant de le mettre dans du jeu réduit ou du collectif. Donc finalement, tu apprends à travailler avec tout le monde. Et ça, je pense qu'on oublie d'en parler parce que finalement, c'est aussi dans cette formation que j'aimerais mettre en place. J'aimerais dire que l'entraîneur individuel, finalement, il est un peu au centre de tout ça. C'est pas juste j'entraîne, je fais, basta. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et je te dirais aussi également parce que moi, je pense qu'on est des vrais acteurs de la performance. Complètement. Voilà, on est des vrais acteurs à part entière et je pense qu'il y a aujourd'hui organisé une formation et justement essayer en tout cas d'aider certains entraîneurs qui souhaiteraient aussi peut-être se spécialiser, parce que c'est un métier dont on parle beaucoup. Et ben pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas les accompagner, mais en expliquant aux gens, c'est pas en faisant 1 an de formation que tu vas y arriver, c'est un parcours de formation qu'on doit construire ensemble. Donc nous, on a les camps, donc on aura l'opportunité de donner à ces personnes qui se forment de travailler avec, certes, des joueurs professionnels, mais probablement par la suite, on fera également les jeunes. Les jeunes, j'y pense beaucoup, mais sur un angle bien précis. On aura aussi l'opportunité, peut-être pour les meilleurs, pourquoi pas travailler aussi sur l'idée de faire du coaching individuel sur l'année, donc de savoir suivre un joueur toute l'année. C'est des choses qui sont... c'est des choses qui aujourd'hui pour moi sont réelles. Alors après, est-ce que les clubs aujourd'hui sont prêts? Ouais, je pense que les clubs sont prêts, mais aujourd'hui c'est un coût de faire tout ça d'intégrer ça dans un staff, dans un club, c'est un coût. Hein. Et je l'ai vu, c'est un coût, c'est un argument aussi également pour quand tu recrutes des joueurs. Mais aujourd'hui, je pense que les clubs, ils cherchent aussi ils cherchent aussi de l'expérience, de la compétence. Et donc, bon voilà, moi je suis un des premiers à être arrivé sur le marché. Je pense que je viens avec une vision entrepreneuriale aussi. Je pense que ça peut que rassurer tout le monde. Et de me dire, comme un peu finalement le monde de l'entreprise, on va externaliser un service. Et aujourd'hui, le service, aujourd'hui c'est ce que je propose, c'est un service... tu vois, qui peut s'adapter et qui peut être qu'on peut plugger avec n'importe quel club, n'importe quel objectif. Le tout, c'est de se mettre d'accord et d'avancer ensemble. Parce qu'aujourd'hui, je le répète, c'est comme je t'ai dit dès le début, tu fais partie, en tout cas, t'es un maillon de la chaîne. Tu vois, donc faut jouer son rôle. Faut bien le faire et c'est tout. Et il y a d'autres acteurs à côté et il faut savoir travailler aussi avec les autres. Donc moi, je vois ça de cette façon-là, en tout cas.
pour les 10 prochaines années. Excellente réponse. Voilà. Yacine, un énorme merci pour ta participation, je vais y arriver, à cette interview. Merci pour ton temps également. Ouais, avec plaisir en tout cas. On se doute que tu es très occupé, donc merci d'avoir honoré cette invitation. On est très heureux d'avoir pu discuter avec toi quelques minutes. Merci à nos auditeurs et également d'avoir écouté ce podcast. Merci à tous. Une grosse annonce sera faite sur le futur de la buvette dans les prochains épisodes, donc restez bien connectés. Après avoir écouté celui de Yacine, bien sûr, on l'écoute en entier et ensuite on va nous suivre également sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, YouTube pour avoir le podcast gratuitement et en vidéo. On est dans un beau cadre. Encore merci à l'école ISG pour l'accueil. Nous sommes actuellement dans la salle Madison Square Garden. On fixe un peu le cadre. On est très bien accueillis. Merci Lucas derrière la caméra, toujours présent aussi. Portez-vous bien. Merci encore Yacine. Et surtout, n'oubliez pas que la vie est un sport. Alors buvons-la sous tous ses angles.